Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle émission littéraire du dimanche. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur François Bourdil pour son livre L'Armoire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter, disons, succinctement, et ensuite nous expliquer ce qu'est l'armoire exactement? Bon, alors, au début de tout, je suis un dyslexique, donc j'ai eu du mal à apprendre à lire, et donc j'ai eu une scolarité chaotique, et puis j'ai, comment dire, inventé des techniques qui ont permis de remédier à cette dyslexie. Donc après, j'ai fait des études, et je suis devenu professeur, j'ai eu le CAPES, l'agrégation de lettres. Voilà. Au dehors de ça, ma vie, ça a été essentiellement l'enseignement. Très beau métier, à des élèves de tout niveau. Et ce qui est justement intéressant, c'est d'avoir des classes hétérogènes où vous avez des élèves extrêmement brillants. J'ai eu ce qu'on appelle des HPI, par exemple en seconde, qui avaient 12 ans. Et puis j'ai eu des élèves avec des retards, j'ai eu des élèves handicapés, surdité, cécité, etc. Et donc, ça m'a permis d'adapter mes méthodes. Et ça, c'est le point de vue pédagogique. Là, je crois que tout ça pour le roman lui-même, mais qui est issu un petit peu de cette manière, puisque je me suis mis un défi à moi-même. Tu es dyslexique, donc tu as eu extraordinairement mal à apprendre à lire, à écrire. Eh bien, il faut que toi, tu jettes ta petite pierre dans l'édifice littéraire. Voilà. Et m'est venue une idée. Celle de l'enfermement. Il faut dire que nous étions pas loin du Covid. Donc, j'ai imaginé un homme qui s'enferme dans une armoire pour refaire le monde à sa manière, un peu à la manière d'un dieu, un peu fou le dieu, mais un dieu tout de même. Et très rapidement, il s'est aperçu il a un hôte indésirable. Il s'appelle Azrek, qui est soit un souvenir toxique, soit son subconscient, soit carrément un démon, qui va, si j'ose dire, le manipuler et l'obliger à prendre des personnalités qui vont correspondre à chacune de ses souffrances. Par exemple, il a un mépris de lui-même, il a une certaine aliénation. L'aliénation va donner, il va devoir épouser la vie d'une schizophrène. Le mépris de lui-même, la vie d'un homme de peu. Et ce personnage, tout au fil du texte, ne va pas saisir qu'il est appelé, qu'il y a des signes qu'on lui tend. Alors que ce soit des églises qu'il va voir, que ce soit des personnages qu'il va rencontrer. Certains sont des figures christiques. Par exemple, on peut citer Raskolnikov, Bartleby, ou même un prêtre qui ira dans une île qui est maintenue sous la botte d'un tyran, et il y aura un évadé. Et l'évadé de cette île, ça sera évidemment une figure christique, etc. Et donc, peu à peu, presque malgré lui, il va évoluer vers la foi et la croyance en Dieu. Mais ça ne se passera pas en une fois. Il y aura toute une évolution. Il va devoir se séparer peu à peu de tous ces enfermements. Alors, j'ai parlé de l'aliénation, j'ai parlé de la haine de lui-même, le mépris de lui-même, etc. Il va devoir les abandonner pour apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres. C'est pour ça d'ailleurs que la dernière partie est consacrée à une querelle entre un grand-père et un petit-fils, l'un est un artiste raté et l'autre est un artiste extrêmement connu. Et le grand-père, qui était frustré de ne pas être lui-même un artiste de grand talent, a essayé d'éduquer son petit-fils selon ses propres vues. Par exemple, en l'emmenant dans des musées, etc., etc., etc. Et il a occasionné l'inverse de ce qu'il voulait, c'est-à-dire une sorte de lassitude à l'égard des œuvres classiques. Et l'autre prendra son envol et deviendra un grand artiste. Et ils se sont brouillés. Ils se sont brouillés. Et donc, le grand-père essaie, dans un dernier effort, une lettre de réconciliation avec son petit-fils. Et donc, voilà.
Et il explique pourquoi il a fait ces erreurs-là, pourquoi, et il attend un pardon. Et voilà, est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il viendra pas? Voilà, est-ce que l'homme dans l'armoire va sortir de l'armoire, de ses innombrables enfermements? C'est toute la question du roman. Alors, Voilà. on ne donnera pas la réponse finale, évidemment, mais peut-être sur la forme, on peut expliquer à nos auditeurs. Finalement, chaque souffrance est un chapitre, quelque part. Oui, oui. Est Et une personnalité, est une incarnation. absolument. Voilà. Et Et donc, on a des incarnations aussi distinctes que une petite fille schizophrène, que un homme d'affaires qui va se retrouver SDF et dont l'obsession va être de trouver un carton. Parce que le carton, évidemment, c'est une autre représentation de l'armoire. Et bien entendu, on va lui voler son carton, il va y avoir des différentes rencontres, à la fois avec des êtres existants, mais en même temps avec des personnages de romans. Parce que, justement, il m'a semblé que certains personnages de romans incarnaient bien cette souffrance intérieure. Je pense que Dostoïevski et d'autres, ou Kafka, ont su mieux que moi décrire ces souffrances-là. C'est pour ça que je les fais dialoguer. Voilà. alors, je le dis, je l'avais déjà écrit, mais je le dis face caméra. C'est un livre pour moi unique. C'est-à-dire que vous pourrez ne pas apprécier ou vous pourrez apprécier, mais vous ne lirez jamais un livre qui ressemblera au livre de Monsieur Bourdil. Je le dis en toute honnêteté, comme je le pense. C'est un livre, dans le vrai sens du terme, extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a tellement. Alors déjà, c'est très bien écrit, vous avez un style. Donc je vais vous poser là aussi la question de vos influences, parce que le style peut-être est influencé par d'autres, vous nous direz ça. Et il y a aussi plusieurs portes d'entrée dans votre livre et même plusieurs portes de sortie. Il y a des portes d'entrée dans la psychologie, dans la, oui c'est ça, dans une espèce de tréfonds intérieur. Vous allez vraiment très très loin dans la psychologie humaine. Je serais intéressé de savoir d'où vous viennent ces idées. Est-ce que c'est par rapport à votre vie personnelle? Est-ce que ce sont des lectures? Vous avez une porte d'entrée évidemment métaphysique qui est très importante. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman de conversion ou est-ce que c'est trop? Voilà, déjà sur ces différents points, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour éclairer le futur lecteur, sachant qu'on ne peut pas vraiment rentrer dans le détail du livre, parce que c'est un roman, donc on ne veut pas Oui. gâcher non plus totalement la lecture. Alors, c'est amusant parce que ce que vous me dites là, exactement ce que m'a écrit Amélie Nothomb. Elle m'a écrit que c'était un livre absolument unique, prenant du début jusqu'à la fin, et avec effectivement avec des entrées multiples. Et que voilà, c'est ce qu'elle m'a écrit. J'ai bien sûr conservé la lettre. C'était voilà parce que c'est un très bon écrivain, non seulement parce qu'il a du succès, mais pour d'autres raisons, parce il a effectivement un style et une imagination. Donc oui, c'est tout à fait ça. On rentre par des portes. Alors à qui je ressemble? Eh bien, je vais vous dire, je sais pas. J'ai subi tellement d'influences, Kafka, Dostoïevski, Proust. Euh, et il y a un côté aussi autodérision chez le personnage. Il se moque volontiers de lui-même. Et si je devais faire un rapprochement avec deux chefs-d'œuvre de la littérature française, je dirais La Chute d'Albert Camus et La Nausée de Sartre. Simplement, ils arrivent à une conclusion contraire à la mienne. En deux cas, il s'agit de ce qu'on appelle l'existentialisme athée. C'est-à-dire qu'ils trouvent, notamment Camus, Sisyphe peut être heureux. Donc, on peut accepter l'absurde et en tirer un certain bonheur. Ça, c'est une autre question, c'est dans l'engagement ou autre. Mais voilà, deux athées affichés qui expliquent qu'ils peuvent être heureux. Tandis que moi, c'est l'inverse, c'est plutôt un existentialisme chrétien. Si vous voulez, c'est plus proche de Mauriac, du nœud de vipère, même si ça raconte pas du tout la même histoire, le nœud de vipère. C'est un vieillard aigri, méchant, qui ne pense qu'à sa haine et à se venger de sa famille, de sa femme, etc. Et qui, peu à peu, va rencontrer Dieu. Et à la fin, il aura l'illumination de la grâce. Ben, si vous voulez, c'est un peu le même chemin que le nœud du père, à cette différence près que mon personnage, il est multiple. Il se multiplie.
Parce que, voilà. Et à force de multiplication, ben, il finit par trouver une unité. Voilà. Et ça, l'unité dans la foi. Ça reprend aussi, bien sûr, les thèses de Kierkegaard, lequel disait le moi. Nous ne pouvons nous comprendre que si nous passons par Dieu. Parce que nous sommes une énigme, à la fois du fini, à la fois de l'infini, à la fois de l'intelligence et à la fois de l'animalité qui veut faire l'ange fait la bête, etc. C'est tout à fait dans la perspective de Pascal, c'est pareil. Donc, il faut accepter cette transcendance en nous, sinon on risque de courir à une frustration perpétuelle. Et c'est le propre d'un personnage. Il n'accepte pas la transcendance. Il n'accepte pas cet infini en lui. Il le chasse, il le refuse, il est même aveugle. Et à un certain moment, ça va lui sauter au visage et donc il va devoir prendre une décision. Alors, je me souviens lors d'une autre interview, il y avait une journaliste qui m'avait dit, votre personnage, à la fin, il meurt. Bah, pas du tout, il meurt pas. D'ailleurs, une des images finales, c'est celle d'un jardin. Il faut cultiver son jardin, disait Voltaire. Et pourtant, un déiste, hein, c'est pas la question. Mais l'homme qui était nombriliste va devoir choisir une autre voie, celle de la charité, celle de qu'on veut. Mais c'est comme ça qu'on peut espérer qu'il changera sortira de l'armoire. Voilà. Alors, le Donc lecteur, c'est pas un avis d'écologique, mon livre. hein, je C'est ça que confirme, je veux dire. C'est euh, un livre d'espérance. absolument. D'ailleurs, à certains moments, je fais parler les œuvres d'art, et notamment une qui est très célèbre, Mona Lisa, qui est l'incarnation de toutes les beautés, en même temps de la sagesse à travers ces siècles. Et son dernier mot, ça sera espérance. Malgré tout ça, j'espère. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs proposé à votre maison d'édition, qui est une maison d'édition catholique chrétienne, cet ouvrage parce qu'il me semblait que ça cadrait tout à fait avec votre propos. En tant qu'essayiste, voilà, je trouvais que j'étais bien tombé, si j'ose dire. Absolument, Voilà. il y a une cohérence évidemment qui m'a intéressé. Vous avez une très belle préface aussi d'Alain Pascal, on a oublié de le Oui, mentionner. Alain Pascal qu'on salue si il finit par regarder oui, cet entretien, et il le regardera, donc on peut le saluer. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que votre livre n'aurait pas, comment dire, le lecteur de 2024 ne le prendra pas pareil qu'un lecteur de 2035. Alors que celui de 2035 sera intéressé par la lecture, évidemment. Mais celui de 2024, j'ai l'impression qu'il pourrait le prendre pour lui-même. C'est-à-dire que chaque lecteur pourrait en tirer parti individuellement, j'ai envie de dire, puisque tout le oui. monde connaît peu ou prou, enfin, on ne va pas faire des graphiques ni des pourcentages, mais peu ou prou les souffrances qui sont expliquées dans votre roman, il les connaît parce qu'il vit en 2024 et que la modernité bien moderne actuelle provoque énormément de souffrances. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans votre livre, c'est que pour moi c'est un roman de conversion. Je ne sais pas si vous êtes vraiment d'accord, mais on peut utiliser votre livre quasiment comme un outil, je ne sais pas si on peut dire psychologique ou autre, mais pour trouver quelques réponses et quelques portes de sortie pour nos, entre guillemets, problèmes quasiment personnels, dans le très bon sens du terme. Et il sera lisible encore dans 10 ans, mais il sera sans doute vu d'une autre manière. C'est aussi un peu, pour moi, hein, la grandeur de ce type de livre. Je l'espère. Je l'espère. Oui, donc oui, je pense que ce n'est pas. Oui, mais oui, c'est un livre de conversion. Oui, mais de conversion très lente. Il n'y a pas vraiment de coup de théâtre. Il s'agit d'une sorte d'odyssée intérieure, avec un mûrissement progressif. Et peut-être qu'à la fin, il y a la grâce qui survient, je ne sais pas, hein, c'est la question qu'on pose. Mais ce n'est pas un essai, si vous voulez. C'est surtout pas un essai. Alors, la préface de la Pascal est extrêmement brillante, comme le personnage lui-même d'ailleurs. Et c'est un essayiste que beaucoup de gens gagneraient à connaître, à étudier, parce qu'il a un point de vue très original et très documenté sur l'histoire, sur la philosophie, etc., etc.
Bon, mais ceci dit, ce n'est absolument pas un roman, cela raconte des histoires qu'on peut interpréter comme des sortes de paraboles, de métaphores, de ceci, cela, mais c'est vraiment un roman. Nous sommes dans la fiction, hein. Oui, c'est très Voilà. important de le rappeler. Nous, au Verbeo, on essaie de mettre la littérature quand même. Nous sommes en France. Nous essayons de mettre la bonne littérature en avant. Est-ce que peut-être pour nos téléspectateurs, peut-être pourrions-nous développer un personnage de votre choix? Je pense que c'est soit Monsieur K, soit quelqu'un, un autre personnage. Quel personnage vous voudriez un petit peu développer un peu sans trop en dire pour que les auditeurs se rendent compte un peu de ce qu'ils pourront découvrir dans l'ouvrage? Bah, je sais pas, si je devais lire une page, pas une page, mais quelques paragraphes, je commencerai par tout début. Un matin donc, j'ai voulu faire une expérience. Je me suis mis dans une armoire et depuis lors, je reconstruis le monde à ma manière. J'ajoute, je retranche, je renforce, j'ordonne. Il y a beaucoup à faire, du gros œuvre comme du médiocre. Que l'on me comprenne bien. Je ne voudrais pas blesser les susceptibilités ni décourager les révolutionnaires, mais je suis de moins en moins porté à l'euphorie. Voilà. Donc, quand je parlais d'autodérision, de Ouais. plaisanterie, voilà, ça c'est le type. Euh, Développer un personnage, ça va être compliqué. Est-ce que j'ai des extraits qui sont mieux, euh, qui sont plus appropriés? Alors, par exemple, ces histoires d'amour, par exemple, page 70. Alors, vous allez voir comme c'est indirect. Comme le paragraphe page 71, le 1. Comme je répugne à passer pour ce que je ne suis pas, un esthète évanescent et un ergoteur de première, j'affirme à la face du monde que j'ai été déniaisé et que par 3 fois je fus foudroyé. Je donnerai à chacune un nom de fleuve, parce qu'elles m'ont toutes filé entre les doigts, crûment, majestueusement ou benoîtement, et que leurs courbes suaves, plus que leurs abjectes manigances, me sont restées au travers de la gorge, qui demeure depuis, meurtrie, insatisfaite et pleine de fiel. Voilà. Donc on voit bien encore l'autodérision, l'espèce de haine qui soigne du personnage. Là, c'est la misogynie, mais après, ça sera autre chose qu'on retrouve dans la chute de Camus. Parce que dans la chute de Camus, euh, vous avez un personnage, il se dénigre lui-même et au dernier moment va dire, toi, tu me ressembles. Donc, je suis pardonné parce que je suis comme toi. Si tu te pardonnes à toi, je pardonne moi. Voilà. Donc c'est un peu le même type de procédé. Et puis vous avez des passages beaucoup plus poétiques, je dirais. Page 134. Page 134. Alors il faut voir il faut voir que à un certain moment, il va découvrir un petit cahier dans lequel Saint François raconte sa vie. C'est un de ces signes qu'il va pas comprendre. Et là, Saint François parle d'une découverte du Moyen Âge, c'est le paragraphe 7, page 134. Le Moyen Âge, c'est les moulins à vent qui, en Italie, ont absolument révolutionné le grain, etc. Depuis peu, les moulins à vent avaient fait leur apparition. J'allais les voir. Ils étaient là, dressés comme des princes au milieu d'une cour d'arbres et de rochers. Ils battaient l'air de leurs ailes tournoyantes, et je me disais, ils dansaient mieux que moi, comme s'il se confondait avec la musique du vent, et sans effort, sans rupture. C'était une rotation plus claire sur le ciel sombre. Car c'était dans ces moments-là qu'ils étaient les plus beaux, lorsqu'un fraîchissement ou un orage s'annonçait et que leurs ailes brassaient un air lourd et dense. Là, on voit qu'on est tout à fait dans la poésie. Plus rien à voir avec l'espèce de folie haineuse du personnage, hein.
Et je continue, je passe un paragraphe, mais je finis le paragraphe. Les moulins me parlaient. Ils me disaient la famine, le désespoir, mais ils m'enseignaient aussi la joie, car leur jeunesse nous promettait déjà plus de pain pour chacun, une vie moins dure, et même dans ces jours où l'égoïsme et la frivolité avaient fait main basse sur mon cœur, je ne pouvais que me soumettre à leur chant d'espérance. Là, on est carrément dans le religieux. Mm. Donc, on a une alternance comme ça, chez le même personnage, une sorte de chant et en même temps de dénigrement absolu, etc. Et il est toujours dans cette oscillation qu'on trouve chez Pascal, hein, l'ange, la bête, la bête, sans jamais savoir choisir. Toute la question de l'armoire, c'est va-t-il savoir choisir? Voilà. Si vous en avez d'autres, je peux vous en donner d'autres. Bah, si vous voulez en lire D'autres, une dernière, je pense d'autres. que c'est bien. Une émission littéraire où on lit des extraits, je trouve ça intéressant. N'hésitez pas. Alors, ben, par exemple, je trouve que Mona Lisa, page 281, elle dit exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à propos du monde contemporain, que on lirait mon livre d'une certaine manière, mais en 2035, si c'est possible, on le lirait différemment. Bon. Et étant donné l'état de la langue française, peut-être qu'on le lira comme quelque chose de complètement archaïque, qui n'existe plus, parce que je rappelle aussi que le gros problème des écrivains actuels, je vais être très clair là-dessus. Vous avez trois prix Nobel, qui sont d'excellents écrivains, remarquables, que j'admire beaucoup, que je lis d'ailleurs. Que ce soit Annie Ernaux, que ce soit Modiano ou que ce soit Le Clésio. Mais tous sont partis de Camus, de l'étranger, c'est-à-dire d'une langue plutôt pauvre, accessible immédiatement au lecteur. En fait, il n'y a pas de secret, l'étranger, ça vient aussi, Siménon, etc. Peu importe. Mais, donc, et l'autre grand livre, à part la peste, bien sûr, de Camus, c'est La Chute, où justement Camus pousse au maximum les possibilités de la langue française. Alors on peut dire que c'est affecté tout ce qu'on veut, mais c'est un formidable travail de virtuosité pure. Voilà. Et donc, le problème de la littérature française, c'est qu'on a tendance à s'enfermer dans un français élémentaire, même si, même si des auteurs de très grand talent ont réalisé des œuvres superbes. Par exemple, le désert de Leclésio, c'est absolument sublime du point de vue littéraire. Bon. Mais le problème, je parle en tant que professeur. Le problème, c'est que ces auteurs, ils connaissent les mots compliqués. Ils ont dû lire, sinon ils ne passeraient pas les concours, hein. Donc, par contre, ils ont choisi de ne pas les utiliser, les mots soutenus. C'est leur choix. Par contre, les élèves, ils les ignorent, puisqu'on ne leur apprend pas. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus de choix. Ils sont obligés d'écrire comme ils écrivent parce que, ils n'ont pas d'autre solution. Et donc, du point de vue pédagogique, c'est quelque chose que je n'admets pas du tout. Molière sera incompréhensible. La Fontaine est déjà très très difficile et nécessite une traduction. Donc, j'ai pris le parti, qui peut en déranger certains, d'écrire dans une langue française extrêmement élaborée. Voilà. Donc, je reviens à mon dernier passage de Mona Lisa. Voilà ce qu'elle dit. Paragraphe 14. Le monde est anachronique, pas moi. Sur à peu près tous les sujets, j'ai du recul. Un recul qui ne se compte pas en décennies, mais en siècles. Les quelques idées auxquelles j'étais sentimentalement attaché, je les ai vues successivement à l'ordre du jour, puis au nid, puis de nouveau adorées, puis en dernier ressort, tenues plus bas que terre. Mais j'étais tranquille. Elles reviendraient en force. C'est affaire de temps, et moi du temps, j'en ai plus que de raison. Sans me comparer aux étoiles, je m'étonne parfois de cette longévité qui m'octroie la faveur d'être toujours en avance d'une époque. Pour celle-ci, même si j'en dénonce les travers, je m'y retrouve. Je sais bien que je me monte la tête et que ce début de siècle faillira à toutes ses promesses, qu'il est comme les autres, horrible. Mais quoi qu'il m'en coûte,
en aveuglement et en reniement, j'espère. On retient ce que vous avez dit là, Eh sur le bien, monde contemporain. François Bourdi, Voilà. on arrive déjà à la fin de l'émission puisque nous arrivons quasiment déjà à 30 Oui. minutes. Mais je remontre la couverture de votre livre. C'est un livre qui est disponible partout dans vous avez une librairie de quartier habituelle, vous pouvez le commander chez eux, également en Fnac, enfin absolument où vous voulez, sur Internet, absolument partout. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. On en reparlera avec François Bourdil, mais c'est peut-être le premier d'une série plus longue. Nous verrons cela Oui. en temps voulu. François Bourdil, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez quelques minutes sans aucun problème. Si vous voulez soit parler du livre, soit parler d'autre chose, je pense que le côté éducation à la littérature est important et c'est aussi ce qu'on essaie de faire dans la maison d'édition à notre petite mesure de petite maison, mais du mieux que nous le pouvons. Voilà, je vous laisse le mot de la fin et je dis à bientôt à nos auditeurs. Je vous remercie de cette invitation. Et oui, je pense que si les élèves réussissent à avoir un vocabulaire de 10 000 mots ou 15 000 mots, notamment les mots de vocabulaire intellectuel et affectif qui leur manquent, ça leur changerait la vie et ça leur permettrait ça permettrait d'ouvrir des perspectives, mais en plus, ils auraient beaucoup moins de difficultés pour comprendre et pour retenir. Parce que le problème du professeur, c'est qu'il parle une langue étrangère dans ces cas. Et donc, un élève qui comprend un mot sur trois dans un livre ou dans un cours, il a peu de chances de progresser, malgré une intelligence tout à fait préservée. Voilà ce que je voulais dire. Écoutez, merci beaucoup. Un message Merci à d'espoir, vous. mais il faut se retrousser les manches. Je vous dis à très bientôt et passez Merci un beaucoup. bon dimanche. Au Merci revoir. aussi. Au revoir.